Je vais te partager les meilleurs portefeuilles que les plus grands gestionnaires de fonds américains ont pu mettre en place. Et à la fin de cette vidéo, que j'ai pris énormément de temps à préparer, tu vas pouvoir toi choisir le portefeuille qui te convient et le mettre tout de suite en application. On est parti. Dans un premier temps, je voulais casser les mythes qu'on pouvait se faire sur l'investissement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Et pour moi, il est fondamental à ce qu'on les casse. Alors laisse-moi te dire que le 100% action, alors ok, ça maximise le potentiel de rendement, mais ça expose malheureusement à un drawdown. Donc quand on parle de drawdown, c'est de perte latente potentielle dans ton portefeuille pendant sa durée de vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est il faut timer le marché pour réussir. Bah non, les études elles montrent que même les professionnels, ils échouent à prédire systématiquement le mouvement des marchés. Donc le timing, c'est une source majeure d'erreurs coûteuses, donc il ne faut pas se dire qu'on veut rentrer dans les meilleurs moments. Troisième élément, plus de risques égale plus de gains. Alors, le risque supplémentaire, c'est pas toujours compensé par des rendements proportionnels. On verra tout à l'heure ce qu'il en est, mais certains risques sont pénalisants sans contrepartie derrière, donc attention quand même à ce niveau-là. Quatrième élément, c'est que les obligations ne servent à rien. Malgré une période de sous-performance, les obligations vont jouer un rôle crucial dans la diversification du portefeuille et dans différents environnements économiques. On va revoir ça là-dessus tout à l'heure. Alors, cinquième élément, c'est la diversification dilue la performance. Alors, oui et non. Sur le long terme, un portefeuille diversifié avec différentes classes d'actifs va être beaucoup plus favorable qu'un portefeuille par exemple 100% actions. Donc c'est pour ça que la diversification est vraiment primordiale parce que chaque classe d'actifs a un rôle à jouer en fonction de l'environnement économique. Alors avant d'arriver dans le fond du sujet au niveau des portefeuilles, je veux voir aussi par rapport à la réalité. Et ce que montrent les données sur l'investissement. Alors premier élément, c'est que l'allocation d'actifs domine. C'est-à-dire que plus de 90% de la variation des rendements à long terme s'explique par la répartition entre classes d'actifs, pas par la sélection de titres en individuel qu'on appelle aussi stock picking. Alors pour résumer cette phrase, c'est que 90% des variations des rendements, des performances d'un portefeuille, elle est dépendante des classes d'actifs dans lesquelles vous investissez. Deuxième élément, la diversification protège. Les portefeuilles diversifiés, ils démontrent une meilleure résistance dans les différentes crises avec des drawdowns significativement réduits. On va revenir tout à l'heure sur ce que c'est qu'un drawdown, mais c'est extrêmement important d'avoir un portefeuille qui va avoir des pertes latentes minimum pour une performance maximum. Alors ça, on le reverra également tout à l'heure par rapport au ratio de Sharpe. Troisième élément, c'est que le rendement ajusté du risque compte absolument. C'est que les investisseurs chevronnés qui veulent chercher de la performance, ils vont privilégier le ratio de Sharpe plutôt que le rendement brut. Parce qu'on aura une tendance à mieux conserver le capital et à être beaucoup plus efficient par rapport à un risque pris pour un rendement donné. On va revenir tout à l'heure sur son mode de calcul et pourquoi il est extrêmement important de le prendre en compte pour constituer un portefeuille. Et quatrième et dernier élément, c'est que le rééquilibrage est essentiel. Revenir périodiquement à l'allocation de son portefeuille initial est primordial. Je m'explique. Vous avez un portefeuille, admettons, qui est composé à 50% d'actions, à 50% d'obligations. À la fin de l'année, vous avez votre portefeuille qui a évolué à 60% d'actions, 40 obligations. Et bien c'est simple, vous allez revendre 10% d'actions pour acheter des obligations pour revenir à 50-50. On va revenir là-dessus. Dans un premier temps aussi, on va voir que les actions elles vont être là pour récupérer de la performance sur votre portefeuille. Quand vous avez une action, vous êtes propriétaire d'une entreprise. On est bien d'accord. Donc ça vous donne droit aux bénéfices futurs de l'entreprise et à des droits de vote lors des assemblées générales d'actionnaires. En termes de rendement attendu par rapport aux actions, évidemment, on va chercher du long terme sur ce type d'actifs. On va être entre 9 et 10% de rentabilité annuelle sur du très long terme, évidemment. Mais on va avoir un risque de volatilité complémentaire élevé à court terme, c'est-à-dire que ça va fluctuer beaucoup plus qu'une obligation d'État, par exemple. Mais sur le long terme, on va être quand même haussier, c'est-à-dire qu'on va aller gagner de l'argent sur le long terme, c'est une certitude. Par contre, par empirisme, donc par expérience, on voit que les performances des actions, elles sont influencées par la croissance des bénéfices, par les taux d'intérêt, les politiques monétaires, l'innovation, les cycles économiques, etc. Donc, pour reprendre l'essentiel, c'est que les actions dans votre portefeuille vont être là pour les préparer de la rentabilité, de la performance sur le long terme. Et il est essentiel pour battre l'inflation que d'investir en bourse à travers des actions, des obligations, de l'or, matières premières, etc., etc. Et pour avoir un petit rappel pour les personnes qui se posent encore la question de qu'est-ce qu'une obligation, lorsque vous achetez une obligation, c'est vous prêter de l'argent à un émetteur, donc ça peut être une société, ça peut être un État, et qui s'engage à vous rembourser et ainsi qu'à vous donner des taux d'intérêt réguliers pour ce prêt que vous leur faites. Alors bien évidemment, en termes de rentabilité, de rendement, vous êtes bien en deçà des actions, mais vous offrez un rendement annuel entre 3 et 4% à peu près. Alors c'est bien moins que les actions, comme on a pu dire, mais ça va vous ajouter de la stabilité et une prévisibilité supérieure face à des actions qui sont beaucoup plus
incertaine. Alors les obligations, elles fluctuent beaucoup moins que les actions, mais elles sont quand même sensibles à la hausse ou à la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne avec son taux directeur, et également au risque de crédit, donc en capacité de remboursement. Donc en termes de fluctuation, les obligations, elles régissent principalement au changement de la politique monétaire ainsi qu'aux anticipations de l'inflation. Alors quel est son rôle dans un portefeuille? C'est qu'elles vont contrebalancer, bon, pas toujours, les baisses des actions. En général, ça évolue dans le sens contraire quand on regarde sur le long terme. Elles vont réduire grandement la volatilité globale de votre portefeuille et vont fournir des revenus réguliers à travers ces intérêts qui vont être rémunérés plusieurs fois dans l'année. Donc vous avez des ETF par exemple d'obligations d'État 7-10 ans ou ainsi que d'autres sur lesquels vous pouvez investir en un clic dans plein d'obligations différentes. Donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, répartissez votre capital. Vous savez très bien qu'il faut le faire dans différentes classes d'actifs et c'est un peu le but de cette vidéo aussi, c'est de vous sensibiliser sur l'importance de se diversifier parce que à partir du moment où vous prenez au moins 2 classes d'actifs différents, vous n'allez pas avoir des actifs qui vont réagir de la même manière en fonction des événements économiques. Quand vous avez une diversification qui plus est, votre volatilité elle va diminuer, votre drawdown il va diminuer et vous allez avoir un meilleur ratio de rendement-risque. Donc vous allez beaucoup mieux dormir la nuit si vous avez un portefeuille qui réagit beaucoup moins rapidement aux fluctuations du marché qu'un portefeuille 100% action. Donc en termes d'application, comment ça se passe? Vous allez prendre des actions, des obligations, des commodités, du cash. Vous pouvez varier aussi les zones géographiques. On va commencer par un premier portefeuille 60-40, c'est-à-dire qui va être composé à 60% d'actions et à 40% d'obligations. Donc la philosophie de ce portefeuille, c'est d'aller capturer une partie significative de la hausse des marchés tout en amortissant les baisses par rapport à la partie obligataire. Donc là, on va pas être complètement axé action, pas complètement obligation. On va avoir un entre-deux, grosso modo. Donc pour qui il est ce portefeuille globalement? C'est pour les investisseurs qui ont une tolérance modérée au risque, avec un horizon moyen-long terme, donc avec 5 ou 10 ans minimum d'horizon d'investissement. En plus, l'avantage de ce portefeuille, c'est qu'il est assez simple à mettre en place. Il y a juste 2 classes d'actifs différents. En termes de rééquilibrage à la fin de l'année, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc pour rééquilibrer ce portefeuille, c'est vous partez à 60% actions, 40 obligations. Rendez-vous dans un an. Donc si vous avez 80% d'actions et 20% d'obligations, vous allez vendre une partie des actions pour acheter des obligations pour revenir à du 60-40, tout simplement. Donc en 2022, on a eu un contexte où les actions et les obligations, elles ont diminué en simultané. Donc on est dans un contexte inflationniste et dans une hausse rapide de taux. Donc là, les deux en simultané peuvent descendre. Et on va juste faire une petite parenthèse avec une règle de Jack Bogle. C'est le fondateur de Vanguard, qui est un énorme fonds d'investissement et de distributeur d'ETF, qui a popularisé cette règle simple. Le pourcentage d'obligations dans ton portefeuille devrait être approximativement égal à ton âge. Donc l'avantage de ce principe-là, c'est au plus tu t'approches de la retraite et plus ton allocation en obligations augmente. Donc ça va réduire la partie action, donc ça va réduire ton risque également de ton portefeuille. En plus, c'est assez simple à mettre en place, il n'y a pas besoin de sortir d'une classe préparatoire pour mettre ça en œuvre. Donc globalement, tu as 25 ans, tu vas prendre 25% d'obligations, tu as 40 ans, 40% d'obligations, 55 ans, 55% d'obligations. Voilà, tu as compris le système, je ne vais pas tous les faire. Après, tu peux faire une petite variante, c'est-à-dire que pour un profil qui va être plus agressif, c'est d'aller prendre H-10 en obligations. Donc si tu as 55 ans, tu vas mettre 45% d'obligations. Si tu as 40 ans, tu vas mettre 30% d'obligations. Donc là, au moins, vous avez une première base sur laquelle vous pouvez travailler. Et ensuite, vous avez le portefeuille permanent de Harry Brown, un modèle de résilience face à tout environnement économique. Donc ce portefeuille va être composé à 25% d'actions pour chercher de la croissance, participer aux périodes d'expansion. Vous avez 25% d'obligations long terme pour les périodes justement de période déflation, où là, les actions vont être un peu moins favorables. Ensuite, vous avez 25% en or pour vous protéger contre l'inflation et des crises graves, parce qu'on sait que l'or, c'est une valeur refuge. Et ensuite, 25% en cash monétaire, donc c'est en généralement des obligations très court terme pour avoir de la liquidité disponible et avoir une petite stabilité. Ce portefeuille, il a été conçu pour résister à tous les environnements économiques, les croissances, les récessions, les inflations, les déflations. Pour le rééquilibrage à la fin de l'année, c'est très simple, vous remettez tout à 25%, voilà, tout simplement. Et ça, vous le faites dès qu'il y a 5% de différence entre chacun. En termes de rentabilité par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années, vous êtes environ à 6,5% de rendement annuel, et ça depuis 1972 jusqu'à 2024. Et on voit que ce portefeuille, il a des résistances particulières lors des crises majeures. À présent, en termes de portefeuille, on va voir celui du All Weather de Ray Dalio. Alors celui-ci, il va être composé à 30% d'actions pour la partie croissance économique, 55% d'obligations pour la protection et pour se protéger de la déflation, 15% de commodités, donc de l'or, des matières premières pour avoir de la protection contre l'inflation. La philosophie de ce portefeuille, en fait, c'est d'équilibrer face aux 4 environnements économiques qui sont la croissance, la récession,
l'inflation et la déflation. Et là, vous couvrez des 4 événements économiques que vous pouvez avoir dans une vie. Alors ce portefeuille a été créé par Ray Dalio, qui a créé le fonds Bridgewater Associates. C'est l'un des plus grands hedge funds mondiaux avec plus de 150 milliards de dollars sous gestion. C'est gigantesque. En termes de rendement, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse particulièrement par rapport à cette vidéo, vous allez avoir entre 9 et 10% par an. Là-dessus, on s'est basé depuis 1996 jusqu'à 2020 pour cette évaluation. Donc il surperforme le S&P 500 que vous connaissez tous, qui est l'indice américain qui va répliquer les 500 plus grandes capitalisation américaine avec beaucoup moins également de volatilité. En termes de baisse maximale, il a connu entre 20 et 24% de drawdown, donc c'est-à-dire des pertes latentes de 20 à 24%. Et à côté du S&P 500 qui propose des moins 50% latents en drawdown, on voit bien la différence. C'est-à-dire qu'en 2008, lorsque le S&P 500 était à moins 50%, tout le monde parlait chinois. Donc au niveau des forces et limites de ce portefeuille, c'est qu'on a une excellente diversification, on a une protection contre les chocs particulièrement forte. Alors évidemment, comme il n'est pas à 100% action, on va avoir des performances un peu réduites dans les marchés quand ils sont très haussiers et ça va bien évidemment nécessiter un rééquilibrage. Donc pour ceux qui se posent la question au niveau de l'évolution de ce différent type de portefeuille, là vous avez devant vous un graphique sur comment évolue 10 000 euros investis sur 30 ans. Donc on voit bien que le portefeuille de All Weather de Ray Dalio est un peu plus performant que la moyenne. Vous avez ensuite derrière celui de la règle de Jack Bogle avec leur nage en obligation qui est en jaune. Et ensuite en quatrième le portefeuille permanent de Harry Brown qui était composé à 25 actions, 25 obligations, 25 or et 25 cash liquidité. Donc là en termes de comportement pendant les crashs, donc là en termes de drawdown, au plus la barre elle va loin et au plus le drawdown il est énorme. Donc on voit bien que le portefeuille bleu 60-40 a un drawdown extrêmement important. Celui qui en a le moins, c'est le portefeuille permanent, donc le fameux 25-25-25-25, qui lui est beaucoup plus solide. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus indiqué pour les gens qui n'ont pas une grosse appétence au risque ou alors qui se rapprochent drastiquement de la retraite pour sécuriser leur patrimoine. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, tout ça, ça a un but complètement pédagogique, on est bien d'accord. Et si tu veux te lancer en bourse ou alors que tu veux aller encore plus loin dans ton apprentissage, je t'en prie, tu peux prendre le QR code qui est juste là. Tu as le lien aussi en description pour rejoindre le groupe School. Tu auras du contenu que je ne publie nulle part ailleurs. Tu auras des informations également que je publie en parallèle de ces vidéos-là. Une petite communauté qui s'installe. Donc je t'en prie, c'était la minute promo de cette vidéo. Allez, on continue. Je parle beaucoup de risques de volatilité depuis tout à l'heure. Donc, mais en quoi ça consiste? C'est l'amplitude des variations du prix d'un actif ou d'un portefeuille au fil du temps. Donc là, on voit bien ici en vert qu'on a une faible volatilité, contrairement à gauche en rouge, qu'on a une forte volatilité. Alors que derrière, du point A au point B, on a exactement la même performance. En général, l'impact psychologique n'est pas prendre à la légère parce qu'une forte volatilité, ça va générer du stress. On va avoir des décisions qui vont être prises sous l'émotion, qui est la pire chose à faire. Donc on va paniquer en baisse et avoir une euphorie en hausse. Et là, c'est la dernière chose que tu as envie d'intégrer dans ton cerveau. Et évidemment qu'entre deux portefeuilles qui vont faire une même rentabilité mais pas que la même volatilité, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable d'avoir celui qui a le moins de volatilité possible pour un même rendement. Donc c'est pour ça qu'on va préférer en général un rendement modéré mais avec une volatilité faible. Et c'est ici que va intervenir le ratio de Sharpe. Alors ce ratio de Sharpe, comment il fonctionne? Alors vous n'avez pas besoin de retenir exactement la constitution de la formule de ce ratio de Sharpe, mais le ratio de Sharpe, il va mesurer combien de rendement supplémentaire tu obtiens pour chaque unité de risque prise. Donc au niveau de ce calcul, comment il va se préparer? On va prendre le rendement du portefeuille que vous voulez justement calculer. Vous allez soustraire à celui-ci un taux sans risque, de rendement sans risque. Donc on va prendre une obligation d'État, en l'occurrence. Vous fermez la parenthèse et vous divisez par la volatilité du portefeuille, donc l'écart type. Ça, vous pouvez le récupérer partout sur Internet. Ça, vous pouvez l'avoir sur Curvo ou sur Optimize Portfolio. Et ça, vous pouvez l'avoir sur plein d'outils. Vous avez par exemple sur Curvo où vous pouvez justement voir vos différents portefeuilles et récupérer ce fameux écart type. Donc comment vous pouvez l'interpréter? Si vous avez un ratio de Sharpe qui est inférieur à 0, vous irez avoir une performance qui va être pire que le taux sans risque, donc c'est horrible. Donc il ne valait vraiment pas investir sur ce portefeuille-là. Si le ratio de Sharpe il est entre 0 et 1, c'est un rendement positif mais assez faible par rapport au risque que vous prenez. Donc c'est assez peu attractif sur le long terme. Donc à voir si vous ne devez pas réévaluer votre stratégie. Si votre ratio de Sharpe il est entre 1 et 2, là vous avez un très bon rapport rendement-risque. La majorité des portefeuilles bien gérés se situent à ce niveau-là. Et si évidemment vous avez un ratio de Sharpe supérieur à 2,
vous allez avoir un excellent rapport rendement-risque, mais c'est beaucoup plus rare à ce que vous en trouviez. Donc là, on va prendre un exemple de portefeuille pour vous faire une idée par rapport à tout ce que j'ai pu vous évoquer. Donc admettons, vous avez le portefeuille A qui a 7% de rendement versus un B à 6,5. Vous avez un portefeuille A qui sur le papier vous rapporte plus de rendement, mais c'est qu'une partie de l'équation comme on a pu l'évoquer parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ensuite, le portefeuille A, ok, vous avez gagné 0,5 de plus, mais vous avez une volatilité à 10% contre 7% dans l'autre portefeuille. Ben B, il est beaucoup moins volatile, il est beaucoup plus agréable, psychologiquement parlant, en termes d'émotion, pour vos investissements. Parce que le but du jeu, c'est quand vous allez arriver au bout de 10-15 ans d'investissement et que vous allez avoir une énorme partie de vos économies investies, vous ne voulez pas avoir de la perte. Parce que quand vous investissez uniquement 100 euros, vous avez genre uniquement 1000 euros sur un portefeuille, vous n'allez pas avoir le même impact psychologique que quand vous aurez 150 000, 200 000, 300 000 euros d'investis sur les marchés. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que la psychologie ne va pas être la même. Et dans, du coup, le portefeuille A, vous avez un ratio de Sharpe de 0,5 versus 0,64 sur le second. Donc, en termes de meilleur choix, même si le portefeuille A vous rapporte plus potentiellement, le portefeuille B sera plus intéressant. Et pour toutes les personnes qui se posent la question, ouais, mais quel est le portefeuille sur lequel je dois aller? En fait, la première question à se poser, c'est quelle est ta tolérance au risque? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est élevée? Parce que, évidemment, en fonction de cette réponse, tu n'auras pas forcément le même portefeuille en face. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est ton horizon d'investissement? Est-ce que c'est inférieur à 5 ans, où là, tu auras besoin de tes fonds pour toi, pour un futur proche? Ou alors, tu as un horizon d'investissement à moyen terme, donc entre 5 et 10 ans. Donc là, tu peux laisser justement tes investissements évoluer quelques années sans avoir trop de soucis. Et ensuite, si tu es sur un investissement au-delà de 10 ans, là, tu investis pour ta retraite ou autre, là, tu es tranquille, ok? Et la troisième question à se poser, c'est est-ce que tu privilégies plutôt la stabilité ou la croissance maximum de ton portefeuille? Parce que si tu as un profil plutôt prudent, tu vas plutôt te mettre sur le portefeuille permanent ou sur le all-weather. Si tu as plutôt un profil équilibré, donc c'est-à-dire que tu veux chercher un compromis entre la croissance et la sécurité, tu peux prendre un portefeuille 60-40 ou celui avec la règle de Jack Bogle, donc un 60-40 un peu modifié. Et ensuite, si tu as un profil dynamique, donc tu veux maximiser la croissance à long terme, tu peux aller chercher la variante de Jack Bogle modifiée, c'est-à-dire à investir ton argent en obligation moins 10. Donc si tu as 40 ans, tu vas investir 30% en obligations. Donc encore une fois, tout ça n'est pas un conseil, c'est pour donner des pistes sur comment tu peux gérer ton portefeuille, comment le constituer. Et si jamais tu veux te lancer absolument le plus rapidement possible ou exploser tes résultats, je te laisse un lien en description supplémentaire pour prendre un appel avec moi. On va voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, quels sont tes blocages et voir comment je peux t'aider à travers l'école, à travers mon accompagnement pour te faire arriver à tes objectifs. C'était Cédric, salut, ciao!